Eh bien le bonjour. Oh là, pas ouf. Ça commence bien. Et donc, comme promis, une petite vidéo sur Woman at War. Je ne me risque pas à dire le titre en islandais, car il s'agit d'un film islandais. Et j'avais dit ce matin, mais je le fais finalement cet après-midi. C'est la vie. Donc un film que j'ai vu hier soir, juste avant le fameux Skyscraper. C'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite après. Je devais courir dans la salle suivante, et chercher mon billet et courir. Voilà. Donc Woman at War, ça n'a rien à voir avec Skyscraper, évidemment. C'est un film islandais qui parle d'une femme qui est en guerre, en quelque sorte, comme le titre l'indique. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de nos jours une éco-terroriste, même si c'est un terme que je n'aime pas. Mais en tout cas, c'est comme ça pour faire simple, c'est-à-dire qu'elle fait sauter les lignes à haute tension pour que le gouvernement islandais ne passe pas de contrat avec les Chinois. Alors, d'abord, un petit mot rapide sur l'Islande. L'Islande est un pays dont on ne parlait quasiment pas, sauf les spécialistes en vieux norrois peut-être, et les gens qui aiment les mythologies nordiques, l'Edda poétique, ce genre de choses. Thor, Odin et compagnie. Et sinon, on n'entendait pas trop parler. Ils ont eu une crise à la fin des années 2000, 2009, 2007, je ne sais plus. Il y a un film qui est sorti sur la crise mondiale et qui commençait en Islande, narré par Matt Damon, qui a commencé à aller un peu à parler d'eux. Et puis entre-temps, sportivement, ils ont fait parler d'eux, notamment en football à la Coupe du Monde, en handball également. Ils font parler d'eux maintenant au cinéma. Il y avait un film qui s'appelait Bélier, qui est sorti il y a quelques temps, je crois. Voilà, ça continue. Donc l'Islande, une petite île de 300 000 habitants, fait beaucoup parler d'elle, et notamment avec ce film qui a été remarqué. Donc nous avons cette dame qui brise les lignes à haute tension, puisqu'elle lutte. Ah oui, voilà pourquoi je voulais faire un commentaire sur l'Islande. L'Islande s'est relevée de cette crise financière et a brillé de par le monde avec le sport, avec le cinéma et d'autres choses. Et elle s'est relevée en ses propres termes. Tout n'est pas encore gagné, mais en tout cas, il lutte un peu contre toutes ces firmes qui vous disent vous relever de votre dette, comme Goldman Sachs et compagnie. Et donc c'est un pays assez intéressant pour ça, et qui a un peu des valeurs traditionnelles, qui souhaitent lutter contre ce qu'on appelle rapidement la mondialisation. Et donc ce film en parle. Et cette femme lutte pour qu'il n'y ait pas de contrat avec les Chinois ou d'autres, mais là notamment c'est les Chinois, des contrats pour des centrales électriques. Donc on pourrait croire là, quand j'en parle, que c'est un film militant, mais pas vraiment. Et ça n'allait que parce qu'on suit ce personnage et que on a envie de raconter cette histoire. Donc oui, ça parle de sujet et ça pose des questions par rapport à ça. Mais c'est pas un film militant auquel on pourrait l'entendre, par exemple, en France. C'est un film un petit peu onirique, comment dire, il y avait un autre mot, éthéré, voilà. Il y a des moments, ça peut faire penser à du Kusturica, notamment puisqu'on voit l'orchestre, enfin la musique du film est totalement diégétique, c'est-à-dire que même la musique qui est là pour soutenir le film, pour montrer, faire passer un sentiment, celui soit du personnage, soit du paysage, soit du moment, eh bien il est joué par des gens que nous voyons dans le film. Et donc c'est un parti pris fort. C'est une idée qui avait déjà été utilisée dans d'autres films, notamment un film comique, I'm Gonna Get You Sucker. Bon, ça ne rajeunit pas, c'est un des premiers films des frères Wayans. Donc là, c'était à des vues comiques, donc c'était assez drôle. Là, c'est pas un film comique, donc je me demandais ce que ça allait donner. Et en fait, ça permet une certaine interaction entre presque le spectateur, mais en tout cas hors de la réalité des personnages. Et en même temps, c'est un film très réaliste. Donc, ça donne ce côté éthéré, ce côté un peu impalpable. Et c'est pour ça que tous les enjeux sociaux du film, qui sont très importants, évidemment, ne sont pas lourds. Et on peut se poser des questions tranquillement,
à l'image de ce qui est montré dans le film, où elle a une sœur jumelle qui fait du yoga, qui va dans des ashrams. On en rit un peu, mais en même temps, on semble nous dire, bah oui, il faut savoir s'ouvrir, il faut savoir à la fois être léger avec les problèmes sérieux pour pouvoir les attaquer vraiment, parce que si on combat trop, on se met en danger, on peut mettre les autres en danger. À la fois la conscience en soi nous permettra de faire quelque chose de mieux, mais il faudra quand même également agir. Donc le film ne juge pas, ne dit pas ce qu'il préfère faire, mais il en parle, il propose de réfléchir, et en même temps il raconte vraiment une histoire de cette femme, un peu de sa sœur, qui est tiraillée entre différentes choses, puisqu'elle cherche à adopter une petite fille, et à un moment elle a l'occasion de le faire. Voilà, je m'arrête là par rapport à l'histoire, pour vous la laisser découvrir si vous allez voir le film. C'est un film qu'on peut quand même conseiller, déjà parce que ça fait du bien d'écouter notre langue, comme j'aime à dire, que le français ou l'anglais. Donc c'est toujours sympa de voir un film par exemple les films iraniens en farsi, tous les films scandinaves en danois, suédois, norvégien, voire finnois. Ça arrive, il y en a. Donc déjà ça nous dépayse, parce que vraiment l'islandais, moi je comprends rien du tout. Des fois le suédois, il y a 2-3 mots un peu, quand on connaît un petit peu l'allemand, bon ça va. Bah alors l'islandais, c'est la prononciation est géniale, c'est voilà, très donc quand il fait très chaud, comme il fait très chaud en ce moment ici à Strasbourg, c'est sympa. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté léger de la chose. Sinon, des acteurs inconnus, en tout cas pour moi, j'ai envie de dire évidemment très bons, parce que c'est fait simplement, et il y a une réflexion donc à la fois spirituelle, sociale, environnementale, et il y a aussi il n'y a pas seulement donc ces deux femmes, il y a aussi un fermier, enfin même un berger, il a un peu les deux, qui rentre en ligne de compte, qu'on voit dès le début. Et puis on voit aussi le ministère. Clairement, c'est pas un film qui applaudit les gouvernements, et notamment pas le gouvernement islandais. Ça, c'est très clair. Voilà, donc un film très actuel avec en plus de beaux paysages, et qui moi m'a ému et que je conseille. Alors attention, à partir de maintenant, c'est le moment révélation, spoiler. Je suis obligé. Alors ça arrive rarement en direct, parce que normalement c'est plus des impressions que je donne, mais là c'est obligatoire, puisqu'il y a une chose à la fin du film. Donc partez si vous voulez vraiment le voir, ou si vous n'allez pas le voir, ou si vous en fichez que je vous révèle quelque chose qui arrive sur la fin. À la fin, il y a un petit twist. Il y a un petit coup de théâtre, un petit truc astuce qui moi m'a déplu, puisque le film parlant de spiritualité, le film parlant de social, le film parlant de qu'est-ce que c'est avoir une conduite dans la vie, une attitude, doit-on choisir de se battre perpétuellement, ou y a-t-il des choses plus importantes, est-ce qu'on fait pas souffrir les autres en faisant ça, etc., etc. Tous ces thèmes sont bien abordés avec justesse. Et puis il y a un petit truc astuce, un petit côté incassable à la fin, Night Shalai Lemananan, un petit côté incassable, et tous les films de ce réalisateur ou Usual Suspect, quoi. D'un coup, hop, ça tourne. Bon, disons que ça aurait été plus intéressant si à la fin chacun restait à sa place avec sa responsabilité et sa réflexion, et effectivement s'approprier le chemin de l'autre, parce que le chemin de l'autre est devenu son propre chemin, sans effectivement, comme ça se passe dans le film, changer de place matériellement parlant. Donc je pense que là, le film a peut-être voulu dire quelque chose au-delà de lui, parce que, mais bon, ça reste mon avis évidemment. À mon humble avis, s'il avait bien ressenti le côté profond de ce qu'il essaie de développer, il n'aurait peut-être pas fait ce petit twist final comme ça. Il l'aurait fait de manière plus subtile, c'est-à-dire les personnages restent à leur place, mais changent de parcours, parce que finalement ils remarquent que leur vie, ça va devenir ça. L'un devient l'autre. En plus, c'est des sœurs jumelles, donc elles sont évidemment liées très fortement dès la naissance. Voilà, donc un petit regret sur la fin qui m'a un peu cassé le délire, comme on dit.
qui me fait lui enlever quelques points. Et puis la toute fin où donc elle va adopter cet enfant en Ukraine. Et là c'est même pas de révélation parce que on se doute que ça va arriver. Mais finalement ça aborde pas grand chose. Pourquoi j'arrive pas trop à le dire, mais il y a une scène de pluie, peut-être être symbolique de quelque chose, la pluie. Peut-être que c'est la pluie qui manque en Islande, peut-être être un symbole de féminité, l'eau évidemment. Je ne sais pas. Ça c'est très étrange, mais bon, globalement un film réussi, un film, oui vraiment comme aucun autre parce que il comme tout film, il baigne dans sa culture et la culture islandaise, pour moi, est assez inconnue et du coup, c'est très agréable de voir ça. Et puis il pose toutes ces questions dont on parle beaucoup d'environnement, etc. Avec plus de tranquillité que d'autres films, notamment il y avait ce film avec celui qui joue Lex Luthor dans les derniers Batman Superman, Jesse Eisenberg, je me souviens plus du nom du film, qui était réalisé par une femme, désolé, je me souviens plus de son nom. Et là, ce film, c'était un film d'une lourdeur, et à la fin, limite, les gens qui sont des, justement, c'est pour ça que j'aime pas le terme éco-terroriste, les gens qui luttent pour l'environnement, à la fin, on a l'impression que c'est tous des salauds, d'éco-terroristes qui, de toute façon, vont faire du mal à tout le monde et que il faut être plus gentil dans la vie. Mais c'était un petit peu monolithique. Là, c'est pas le cas parce que finalement, c'est pas le enjeu ne tient pas que là-dessus, ça tient aussi sur qui va aider, qui ne va pas aider, comment se positionnent les autres gens, comment on prend la globalité avec des petites touches à droite à gauche dans Women at War, et c'est ça qui est intéressant. On est focalisé sur elle, et pourtant on arrive à parler des autres. On arrive à faire des parallèles intéressants. Il y a une scène très intéressante où on a un agent du ministère qui se réunissent en cercle vidéo. Et juste avant, il y a une visite guidée d'un lieu de démocratie viking du XIe siècle, je crois, au XIIe siècle, où les vikings se réunissaient. Les chefs n'avaient aucun pouvoir tant qu'ils n'allaient pas au centre du cercle pour parler. Et donc, il fait un parallèle entre la démocratie moderne islandaise et la démocratie très ancienne des Vikings. Ça, c'est un sujet. Pourtant, j'aime beaucoup la mythologie nordique que je ne connaissais pas. Et donc, déjà, j'apprends quelque chose. Donc ça, c'est toujours bien. Et en plus, ce parallèle est lancé comme ça. Et on a du mal à voir ce que ça veut dire. Alors, des fois, ça peut être embêtant, mais là, on peut se faire sa propre opinion. On a envie de dire que ces gens en cravate sont pas très vikings. Donc je pense qu'il y a une petite pichenette de la part du réalisateur envers les gens gouvernants en costume cravate. Voilà. Donc quand même un super film. La fin m'a laissé un petit peu pas sur ma faim, mais m'a laissé mitigé. Voilà, mitigé. Donc la dernière demi-heure est mitigante. Le reste du film est très bon. Donc à la fin, ça fait bon. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Probablement Mission Impossible avec un compère. Et puis, pour la rentrée, il se trame des petites choses dans l'ombre qui viendront bientôt à la lumière. Voilà, à bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas de boire de l'eau.